J'espère que tout va bien pour vous, sincèrement. Du comté d'Alger, l'agitation était au rendez-vous début février. À partir du 3 du mois, le ministère algérien des Affaires étrangères a convié dans ses murs une quarantaine bien tassée de représentants consulaires, précisément 43 consuls et consuls généraux exerçant hors du territoire national. Tous ont été appelés à regagner la capitale pour ce qui a été présenté comme une grande rencontre de travail. Échanges, concertations, séances plénières, bref, un rendez-vous solennel. L'objectif affiché? Ajuster, améliorer, voire optimiser le mécanisme censé accompagner les nouvelles orientations décidées au sommet de l'État. Ces orientations, impulsées par... J'espère que tout va bien pour vous, sincèrement. Du comté d'Alger, l'agitation était au rendez-vous début février. À partir du 3 du mois, le ministère algérien des Affaires étrangères a convié dans ses murs une quarantaine bien tassée de représentants consulaires, précisément 43 consuls et consuls généraux exerçant hors du territoire national. Tous ont été appelés à regagner la capitale pour ce qui a été présenté comme une grande rencontre de travail. Échanges, concertations, séances plénières, bref, un rendez-vous solennel. L'objectif affiché? Ajuster, améliorer, voire optimiser le mécanisme censé accompagner les nouvelles orientations décidées au sommet de l'État. Ces orientations, impulsées par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, visent officiellement les Algériens sans papier établis à l'étranger. Le message se veut rassurant. Un appel au retour, une promesse de protection. Et surtout, une invitation à ne plus redouter ni règlement de compte politique, ni procédure judiciaire, dès lors que les faits reprochés relèvent d'opinions exprimées, de contestations politiques ou d'infractions classées dans la catégorie très commode des délits d'ordre public. Parmi ces 43 responsables consulaires convoqués à Alger, une large majorité n'est pas venue de très loin. La France et l'Espagne, en tête, fournissent l'essentiel des participants, rejoints par quelques représentants des grands pays européens. Il faut dire une chose clairement. L'Algérie ne dispose pas d'un réseau consulaire uniformément réparti sur la planète. Dans de nombreux États, elle se contente d'une ambassade, sans structure consulaire dédiée. En revanche, il existe un pays où la présence algérienne est particulièrement massive, presque tentaculaire, la France. À elle seule, elle abrite 20 consulats algériens, un chiffre qui parle de lui-même. Résultat mécanique, près d'un consul algérien sur 2 exerçant à l'étranger est basé sur le sol français. Autrement dit, lors de cette grande réunion organisée au ministère des Affaires étrangères à partir du 3 février, la moitié des participants représentaient, directement ou indirectement, la France. Lors de ces travaux, le Premier ministre est monté au créneau, accompagné de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères. Le quart des échanges a porté sur le fameux appel récemment adressé aux jeunes Algériens vivant hors du pays dans des conditions difficiles, souvent sans statut légal clair. Selon les organisateurs, cette initiative serait la démonstration éclatante de l'engagement constant du président Abdelmadjid Tebboune à veiller sur les enfants de l'Algérie, où qu'ils se trouvent. Le chef du gouvernement a insisté, non sans solennité, sur ce qu'il a qualifié de mission centrale du réseau consulaire, protéger les ressortissants algériens à l'étranger et les inciter à participer activement à ce que le pouvoir appelle le renouveau national. Des consignes précises auraient été données aux chefs de poste consulaire, sommés de mobiliser tous les moyens nécessaires pour appliquer l'appel présidentiel et en garantir l'exécution. L'État, a-t-on martelé, s'engage à assurer une prise en charge exemplaire de la communauté nationale établie hors des frontières, à la défendre et à rester attentif à ses doléances. Le Premier ministre est même allé plus loin, évoquant la transformation de l'appareil consulaire en outil stratégique de développement, chargé de vendre à la diaspora les vertus du climat des affaires et les opportunités d'investissement en Algérie, à la faveur des réformes économiques récemment mises en avant par les autorités. Sur le papier, tout est impeccable. Le discours est séduisant, les promesses sonnent justes et l'ensemble mérite, à première vue, des applaudissements. Comment ne pas saluer cette volonté affichée de moderniser l'action de l'État et de dynamiser ses représentations à l'étranger? Depuis toujours, nous avons soutenu l'idée d'un réseau consulaire actif, engagé, presque militant dans le bon sens du terme, capable d'attirer des capitaux,
de retisser des liens solides avec la diaspora algérienne et surtout de veiller sérieusement au respect des droits sociaux, juridiques et civiques des Algériens établis hors du pays. Ce que le premier ministre affirme, tout comme l'appel récemment lancé par le président Abdelmadjid Tebboune, respire la noblesse d'intention. C'est généreux, c'est valorisant et cela mérite d'être encouragé. Mais voilà. Entre les paroles soigneusement mises en scène et la pratique quotidienne, le fossé est immense. Derrière les déclarations solennelles, la réalité se révèle beaucoup plus brutale. Car ce que nombre de nos compatriotes ignorent encore, c'est que la fameuse régularisation promise aux Algériens vivant à l'étranger ne relève pas uniquement de l'administration ou du droit. Elle se heurte frontalement à des calculs, à des blocages, à des considérations qui n'ont rien de technique. En clair, ce dossier est verrouillé par le politique. Et tant qu'il restera enfermé dans cette logique, il ne s'agira pas d'un processus humanitaire, mais d'un instrument de pouvoir. En principe, un consulat n'est pas censé être un champ de bataille idéologique. Les représentations algériennes à l'étranger n'ont, en théorie, aucune vocation politique. Elles ne sont ni des annexes de partis, ni des relais de doctrine, encore moins des outils au service des stratégies du pouvoir. Leur rôle est clair, simple, administratif. Répondre aux besoins des citoyens algériens établis hors du pays, sans filtrer, sans trier, sans juger. Un consulat n'est pas là pour évaluer les opinions, ni pour régler des comptes. Les désaccords personnels, les positions critiques ou les tensions qu'un ressortissant peut entretenir avec les autorités de son pays ne devraient jamais entrer en ligne de compte. L'administration, par définition, est tenue à la neutralité. Un Algérien reste Algérien, où qu'il vive, quelles que soient ses idées. À droits égaux, services égaux. En théorie, bien sûr, car dans les faits, ces dernières années ont révélé une toute autre réalité. Le passeport algérien, symbole même de la citoyenneté, a progressivement été détourné de sa fonction. Il est devenu un moyen de pression, parfois un instrument de sanction, voire un levier de répression. Un document censé protéger s'est transformé en arme administrative, brandie contre les proches de figures politiques jugées indésirables par le régime. Des familles entières se retrouvent ainsi prises en otage, punies non pour ce qu'elles ont fait, mais pour ce qu'elles représentent. Prenons maintenant un exemple précis. Et qu'on soit clair, ce n'est ni un cas isolé, ni une exception malheureuse. Il en existe plusieurs, certains très documentés, d'autres moins visibles. Des familles entières, liées à d'anciens responsables ou à des figures aujourd'hui désignées comme ennemis du pouvoir, vivent à l'étranger et se retrouvent soudain privés de leur passeport algérien. Pas seulement les principaux concernés, mais aussi leurs proches, enfants, conjoints, oncles, tantes. Tous frappés par la même sanction silencieuse, simplement parce qu'un nom figure désormais sur une liste noire. Parmi ces familles, il y en a une que beaucoup d'Algériens connaissent, la famille Ben Nassar. Son patriarche, le général Habib Ben Nassar, fut pendant de longues années l'un des piliers de la justice militaire. De la fin des années 1990 jusqu'au milieu des années 2000, il a dirigé ce département stratégique, sillonnant les grands tribunaux militaires d'Oran, d'Alger ou de Constantine. Il est décédé alors qu'il était encore en fonction, à la suite d'un accident tragique. Dans l'institution militaire, son nom faisait autorité. Peu de militaires peuvent dire qu'ils ne l'ont jamais croisé ou connu. Mais aujourd'hui, ce sont ses enfants qui paient le prix d'un autre combat. 2 de ses fils sont actuellement incarcérés à la prison militaire de Blida, accusés d'une prétendue participation à un complot contre l'autorité de l'État. Cette affaire, nous l'avons déjà analysée, décortiquée, démontée. Les éléments disponibles montrent qu'il s'agit d'un dossier monté de toutes pièces, une manœuvre judiciaire inscrite dans une guerre de clans qui ronge les régimes actuels, opposant différents cercles de pouvoir. Peu importe ici les détails du scandale, ni les erreurs éventuelles des intéressés. L'un des frères a vécu en Espagne entre 2019 et 2021, l'autre a exercé comme cadre au sein des services de sécurité. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'ampleur de l'injustice. La famille y est restée en Espagne. 2 enfants jumeaux, âgés de 16 ans, dont l'un souffre de problèmes de santé nécessitant des soins sur place. Depuis près de 2 ans, ces mineurs sont privés de passeport. Le consulat d'Algérie à Alicante refuse catégoriquement de leur délivrer le moindre document,
2 adolescents pris en otage d'un règlement de compte qui les dépasse totalement. Alors pourquoi ces enfants paient-ils le prix fort? La réponse est aussi simple que dérangeante. Leur père est un militaire, un homme qui a consacré sa vie à l'État, tout comme son propre père avant lui. Le général Ben Nassar, figure respectée et emblématique de l'institution militaire, a incarné pendant des décennies un certain idéal du service public et du patriotisme. Qu'on l'apprécie ou non, ce passé ne s'efface pas. Aujourd'hui, leur père est derrière les barreaux. Mais il n'a pas été jugé. Ni lui, ni son frère. Ils sont détenus à la prison militaire de Blida dans le cadre d'une détention provisoire. Aucune condamnation définitive, aucune décision irrévocable. En clair, la justice ne s'est pas encore prononcée. Et tant que ce n'est pas le cas, personne n'est censé décréter leur culpabilité. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Un principe fondamental, universel, du moins en théorie, car il semble s'évaporer dès qu'on franchit certaines frontières. Pendant ce temps, leurs enfants, 2 adolescents jumeaux, et leur mère se voient refuser le droit le plus élémentaire, un passeport. Impossible d'en obtenir un. Et l'ironie est cruelle. D'un côté, le président Abdelmadjid Tebboune lance des appels solennels aux Algériens en situation irrégulière à l'étranger, les invitant à se rapprocher des consulats, à faire confiance à l'État, à ne plus craindre ni poursuites ni représailles et à espérer une forme de régularisation. De l'autre, la réalité est brutale. L'épouse de Ben Nassar et ses 2 fils réclament ce document depuis plus de 2 ans. En vain. Les portes restent closes. Le consulat d'Algérie à Alicante ne décide rien, ou plutôt n'ose rien décider. Le consul attend des ordres. Et les consignes venues d'en haut, du ministère des Affaires étrangères et des services concernés, sont claires. Pas de passeport pour les enfants de Ben Nassar. La peur administrative a remplacé le droit. Il y a aussi le 3e frère, celui qui vit aujourd'hui en France, contraint à l'exil. Un homme désormais dans le collimateur des autorités algériennes pour avoir osé parler, publier, dénoncer. Sur les réseaux sociaux, il a relayé des contenus jugés dérangeants, pointé du doigt des figures du pouvoir et surtout donné une visibilité médiatique au sort de ses frères. Depuis, il est surveillé, recherché, traqué. Mais récemment, il s'est tu, presque complètement. Plus de publications, plus de prise de parole. Un silence stratégique, calculé. Non pas par renoncement, mais par prudence. Il ne veut pas être accusé d'interférer avec la procédure judiciaire en cours devant le tribunal militaire de Blida, ni servir de prétexte à ceux qui chercheraient à lui imputer un prétendu sabotage de l'instruction. Sa position est claire. Ses frères sont entre les mains de la justice. Il attendra les décisions des magistrats. Mais une question demeure, lancinante, obsédante. Pourquoi s'acharner sur des enfants? Pourquoi refuser un passeport à des mineurs? Leur père n'a pas été jugé. Aucune condamnation n'a été prononcée. Et même dans l'hypothèse où il le serait un jour, en quoi ces enfants seraient-ils coupables? Quels crimes ont-ils commis? Quelle faute leur reproche-t-on? Face à cette absurdité, la mère a fini par écrire. Une lettre adressée directement au président de la République. Une lettre sobre, digne, mais chargée de douleur. Elle commence ainsi. « Je prends la liberté, Monsieur le Président de la République, de m'adresser directement à votre haute autorité afin de vous exposer une situation profondément injuste et humainement insupportable concernant 2 mineurs algériens âgés de 16 ans, actuellement résidant à Alicante, en Espagne. » Elle y décrit un quotidien suspendu. Depuis plus d'1 an et demi, ces 2 adolescents sont privés de passeport et de tout document administratif, malgré de multiples démarches auprès du consulat d'Algérie. Cette situation bloque leur accès aux soins médicaux, alors que l'un d'eux souffre d'une pathologie nécessitant un suivi régulier et hypothèque gravement leur avenir scolaire à l'approche du baccalauréat. Elle précise avec insistance et respect que sa démarche n'a rien à voir avec les dossiers judiciaires de son époux, ancien colonel, ni de son frère, commissaire de police, tous 2 actuellement détenus. Il ne s'agit pas de défendre des adultes, mais de protéger des enfants innocents.
Elle rappelle enfin que leur grand-père, le général Ben Nassar, ancien patron de la justice militaire, a consacré toute sa vie à l'Algérie et est décédé en service. Une famille entière, fidèle à l'État, qui ne comprend pas pourquoi la sanction s'étend aujourd'hui jusqu'à des mineurs privés de leurs droits les plus élémentaires. Il faut le rappeler avec force. Posséder un passeport algérien n'a rien d'une faveur accordée au bon vouloir de l'État. Ce n'est ni une récompense, ni un avantage conditionnel. Être algérien, c'est détenir un droit, pas mendier un privilège. La citoyenneté ne se négocie pas. La loi est pourtant limpide. Le texte juridique numéro 1403, promulgué le 24 février 2014 et publié officiellement au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Il établit noir sur blanc que le passeport constitue un droit fondamental lié à la nationalité et non un outil discrétionnaire entre les mains de l'administration. L'article 6 est sans détour. Le passeport est un document de voyage personnel délivré à tout citoyen algérien sans distinction d'âge tant qu'il n'existe pas de condamnation pénale définitive pour crime non réhabilité. Ce document atteste à la fois de l'identité et de la nationalité de son titulaire. Il lui garantit la possibilité de quitter le territoire national ou d'y revenir dans le respect des règles en vigueur. Rien de plus, rien de moins. Tout le reste relève de l'arbitraire. Dans cette affaire, les faits sont pourtant d'une clarté désarmante. Les enfants de Balabas n'ont jamais été condamnés. Ce sont des mineurs. Leur mère, elle aussi, n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Elle n'est ni impliquée, ni mentionnée dans le dossier judiciaire. Et malgré cela, tous se retrouvent privés de passeport depuis près de 2 ans. 2 longues années sans le moindre document d'identité valide, alors qu'ils sont, rappelons-le, des citoyens algériens à part entière. Mais vivre sans passeport, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? C'est être invisible. Impossible de solliciter des aides sociales, d'accéder à des dispositifs de soutien pour les personnes malades ou en situation de précarité. Toute perspective de régularisation devient hors de portée. Prenons l'exemple de l'Espagne. Une vaste opération a été lancée pour légaliser près de 500 000 migrants sans papier. Une chance, en théorie. Mais sans passeport en cours de validité, cette opportunité disparaît aussitôt. Sans ce document, rien n'est possible. Pas de soins médicaux, pas d'emploi légal, pas de titre de séjour, pas de carte de résident. Même des gestes du quotidien deviennent des obstacles. Obtenir une carte de transport, accéder à certains services publics. Tout commence et tout s'arrête avec un papier d'identité, le passeport. Et priver des enfants de ce droit relève d'une humiliation absolue, car ces enfants n'ont rien fait, absolument rien. Et pendant ce temps-là, les autorités algériennes organisent à Alger de grandes réunions avec 43 responsables consulaires. On y parle de protection de la communauté algérienne à l'étranger, de respect des consignes présidentielles, de considération, de dignité, de droit à garantir. On promet de réhabiliter les personnes en situation irrégulière, de soutenir les plus vulnérables, de tendre la main à ceux qui vivent dans la précarité. Mais voilà la réalité. Un cas concret, un cas parmi d'autres. Lorsque le régime décide de ne pas appliquer la loi, il applique autre chose. Une justice à géométrie variable. Et si vous êtes en conflit avec lui, la sanction ne s'arrête pas à votre personne. Elle s'étend. Elle touche vos enfants, votre épouse, vos parents, toute votre famille. C'est ainsi que le droit se transforme en punition collective. À un moment donné, il faut poser la question sans détour. N'est-on pas face à une forme assumée de lâcheté? Car l'histoire des enfants bassins est loin d'être une anomalie. En Espagne, encore une fois, le scénario se répète. Après la secousse politique de 2019, Habib Chentouf, ancien commandant de la première région militaire, a trouvé refuge de l'autre côté de la Méditerranée. Il ne s'est pas exilé seul. 3 de ses enfants l'ont accompagné et y vivent toujours. 2 ans plus tard, en 2021, un nouvel épisode vient illustrer la mécanique. Son fils Nidal devient père. Un événement banal, universel. Naturellement, il se tourne vers le consulat d'Algérie à La Palma pour demander un passeport à son nouveau-né. Un enfant algérien, petit-fils d'un ancien haut gradé de l'armée. La réponse tombe, sèche. Refus. Pas de passeport. Aucune justification convaincante. Juste un nom.
À l'époque, le consul en poste, B. Nassar, décide pourtant de faire ce que la loi lui impose. Il délivre le document, estimant qu'il ne fait que remplir sa mission. Mauvais calcul. Très vite, les ennuis commencent. Pression, menaces, intimidation, jusqu'à la sanction. Pour avoir respecté le droit, il a été puni. Et les cas similaires à ceux de la famille Chentouf ou des Bassa ne manquent pas. Ils sont nombreux. Simplement, beaucoup restent invisibles. Certaines familles choisissent le silence. D'autres n'ont même pas la possibilité de parler. Ce qu'elles subissent, chantage, représailles, humiliation administrative, ne franchit jamais l'espace public. Ces pratiques prospèrent justement sur cette peur et cette invisibilité. Et ce n'est plus une simple accusation isolée. En France, des témoignages accablants ont récemment été portés à l'écran. Fin janvier, l'émission Complément d'enquête sur France 2 a diffusé un documentaire remarquable dévoilant les coulisses d'une répression exercée par les autorités consulaires algériennes, y compris hors du territoire national, contre des militants et activistes algériens. Une réalité désormais documentée, filmée, exposée. Aujourd'hui, le message est limpide. Si vous êtes identifié comme militant, si vous êtes kabyle et soupçonné d'une proximité, réelle ou fantasmée, avec le MAC, si vous êtes un ancien harki, un journaliste trop engagé ou une figure politique qui ne mâche pas ses mots face au pouvoir, inutile de perdre votre temps. Le jour où vous poussez la porte d'un consulat pour renouveler votre passeport, la réponse est connue d'avance. Blocage. Et ce ne sont pas des cas isolés. J'en ai vu, j'en ai entendu, des dizaines. Des anonymes comme des personnalités en vue. Le plus grave, la sanction déborde largement la personne ciblée. Les enfants, les frères, parfois toute la famille encaisse à leur tour. Le tort, être associé à quelqu'un qui dérange le régime Tebboune. Soyons clairs, on peut très bien rejeter Abdelmadjid Tebboune sans rejeter l'Algérie. Critiquer un président n'est pas trahir une nation. L'Algérie n'est ni une religion, ni un dogme, et son chef n'est pas une figure sacrée. Ne pas aimer Tebboune, c'est un droit. Mais dans la logique actuelle du pouvoir, cette nuance n'existe plus. Être perçu comme opposant, contradicteur ou simple gêneur suffit à vous faire rayer de la liste des citoyens méritants. Résultat, le passeport devient inaccessible. Chez certains Algériens kabyles, la mécanique va encore plus loin. Même après avoir pris leur distance avec le MAC, même après s'en être publiquement détachés, ils restent fichés, marqués, catalogés par les services de renseignement. Au consulat, le message est implicite mais clair. Pas de coopération, pas de documents. Tant que vous refusez de signer une déclaration de loyauté, tant que vous ne fournissez pas d'informations, tant que vous